Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Quel est le point commun entre Emmanuel Mouret, Anne Fontaine, Nakache Toledano, Louis Garrel, Laurent Lafitte, Justine Triet, Cédric Lapiche de l'Épinay-Carverne, Hugo Bienvenu, Olivier Assayas et Jonathan Cohen? Liste absolument non exhaustive. Eh bien, elles et ils ont tous fait appel au comédien qui me fait face dans ce studio, que je frappe donc immédiatement du label qualité, qui inclut le contrôle drôlerie, intensité, légèreté ou gravité. Tout lui va au teint. Même la célébration en chanson par Mickey. Ma pudeur m'empêchera ici de dévoiler la teneur de l'hommage, mais enfin bon, vous savez. Sa collection printemps-été est fournie, puisqu'il a de multiples actualités, à commencer par le film La Poupée de Sophie Beaulieu, dans les salles ce mercredi. Alors même s'il peut tout jouer, j'en suis persuadée, une poupée qui n'est pas incarnée pour lui. Bonjour Vincent Macaigne. Bonjour. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Alors, oui. Je disais, il manque plein de choses dans ce portrait express. Quel est le truc le plus important que j'ai oublié de mentionner? Peut-être le théâtre. Le théâtre, ouais. oui, évidemment. Ouais. On y reviendra. Bah mais oui, bien sûr. le théâtre est une partie très importante de son extrêmement activité. importante. Ouais. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que tu arrives à jongler très facilement entre cet emploi du temps que je vais qualifier pudiquement de très chargé au cinéma et le théâtre. Non, j'ai du mal quand même à jongler. Ouais, c'est forcément compliqué. Surtout, c'est pas le même rythme de travail. Ouais. Le théâtre, ça se prévoit très longtemps en avance. Et le cinéma, souvent, les films se calent un peu à la dernière minute. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très dur à concilier, quoi. Mais là, dans une période qui est très, très cinéma, ça te manque? Le théâtre me manque. Je sais pas si le théâtre me manque, les répétitions me manquent. Ouais, d'être avec des acteurs, de travailler, quoi. Avec des acteurs, c'est pas la même chose quand même au cinéma. Ouais. Mais donc là, il y a un projet relativement imminent au théâtre, non, parce que j'aimerais bien faire réaliser des films. Ouais. Donc je suis un peu là-dedans, donc j'ai fait un peu une pause là pour essayer de faire des films. J'espère y arriver, quoi. Je croise les doigts. Je touche du bois, pareil, il y a pas mal de bois. On fait les deux en même temps. Avant de parler de ce film La Poupée, on commence en musique. Tu es venu comme chaque invité avec une playlist. Alors je sais pas si c'est une playlist du moment ou une playlist définitive. Plutôt du moment quand même. Du moment. Ouais. On va démarrer avec Woolif, Such a Sad Puppy Dog. Pourquoi ce titre-là? Parce que j'adore ce groupe qui a fait très peu de... Même, je crois qu'il a fait qu'un album, je crois. C'est un album qui a été fait, je crois, d'un coup, qui a été enregistré en un coup dans une église. Il y a un son assez fou, en fait, et il y a une forme de lyrisme. Et c'était une époque, d'ailleurs, c'était l'époque où je mettais en scène... au moins j'aurais laissé un beau cadavre au théâtre, et j'écoutais ça en boucle avant les répétitions. Donc c'est resté un peu dans mon imaginaire, en fait. Voilà. C'est très étrange, c'est très beau, et c'est dans la playlist de Vincent Macaigne, l'invité de Nova le soir. Oui. C'est-à-dire que quand tu entends cette chanson-là, ça te remet à l'endroit où tu étais quand tu l'as découverte, ou ça continue d'accompagner comme ça, indépendamment du contexte? Non, quand même, comme j'écoute un peu d'une manière un peu obsessionnelle les morceaux que j'écoute, donc du coup ça me ramène souvent quand même à des souvenirs, et là en l'occurrence ça me rappelle le moment où je mettais en scène à Avignon, au Festival d'Avignon, au moins j'aurais ça un beau cadavre. Et donc j'écoutais ça un peu avant les répétitions, et ça me rappelle ce moment-là, et ça me rappelle toute l'énergie où j'étais à cette époque-là, les amis, les amitiés, et tout ça. On parle aujourd'hui de La Poupée, un film de Sophie Beaulieu qui sera dans les salles mercredi prochain. Tu y es Rémi, et Rémi ne s'est jamais totalement remis de sa dernière rupture. Alors il a trouvé une solution. Pour être moins malheureux, il a choisi de vivre avec une poupée. Elle rentre dans l'ascenseur comme ça, elle me dit dis donc, ça serait top qu'on aille faire du parapente ce week-end avec ta femme. Non mais hola. Elle fait quoi, Audrey, dans la vie, Rémi? De la com. En fait, nos 6 mois, je vais lui préparer une blanquette. Police nationale, j'écoute. Enfin voilà, ma poupée s'est réveillée. Bon, vous pouvez pas rester ici. Hein. Pourquoi? Je suis exactement la même, mais en vrai. Non, mais... Ne m'approchez pas. Bonjour, mon amour. On se calme, on se connaît... Enfin, ça va très vite, quoi. Au fait, Rémi, il y a ta femme qui a appelé. Je vais vous décevoir, j'ai rien à raconter. Bah oui, je sais. Audrey, enfin. Audrey, la poupée prend vie au moment où arrive Patricia, la nouvelle collègue de Rémi, ce qui donne une drôle de comédie. Est-ce qu'on dit une comédie romantique ou pas? On peut presque dire une comédie romantique et fantaisiste. Ouais. C'est un peu comme dans Les Frères Farelli. En fait, on essaie de jouer la vraie vie d'une manière complètement normale avec le surgissement d'une chose un peu bizarre, une poupée qui prend vie. Et il y a beaucoup de tendresse en même temps dans le film. C'est un film assez féministe qui met un peu
qui dénonce un peu la bêtise et l'imaginaire un peu bête de Rémi qui imagine ce que ce serait une petite amie parfaite par peur du réel, et finalement elle prend vie et le réel est bien plus libre et beau et grand que l'imaginaire, et ça va le pousser à aller dans la vraie vie, quoi. Oui, parce que c'est un personnage qui se ment à lui-même, il s'invente une vie qu'il croit conforme à une certaine image de la virilité, de la masculinité, et cette vie-là, elle va être complètement chamboulée par une Candide sans filtre, parce que l'irruption de cette poupée, qui est vraiment très premier degré, Oui. le renvoie à tout ce qui est contradictoire dans ce qu'il s'est raconté. Bah, les premiers degrés, elle est juste normale aussi. En fait, Ouais, elle est logique. C'est plus quoi. ça, oui, effectivement. elle est assez logique. Et oui, du coup, elle renvoie... surtout quand elle va voir les parents de Rémi, qui sont quand même assez... On va dire un milieu assez bourgeois coincé. Puis extrême. Ils sont assez hilarants en même temps, mais bon, le père est assez extrême quand même dans sa vision du couple et de la femme. Et donc, non, sa présence... qui est une présence logique, normale, un peu, on appelle ça Candide, mais c'est même pas Candide, c'est juste normal, mais neuve au monde. Elle est devant un monde qu'elle comprend pas et qu'elle trouve un peu absurde, et ça crée des situations très drôles, et en même temps, c'est une vraie critique de notre société, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est très pure, contrairement à nous toutes et tous. Elle est très pure et logique. Exactement. Elle a pas encore pris des notions sociales, quoi. C'est quoi les étapes quand on reçoit une proposition de cette nature? Parce que c'est quand même un scénario extrêmement singulier. La première chose, c'est aussi le scénario, parce qu'il est très très drôle. En fait, la proposition de base est très fantaisiste et très extrême, mais très vite dans le film, on est dans autre chose, quoi. Et justement, on est avec cette poupée qui a pris vie, qui est interprétée par Zoé Marshall. Et pour moi, c'était vraiment très important. Zoé Marshall et aussi Cécile de France. Qui est la nouvelle collègue. Qui est la nouvelle collègue, pardon. Où justement, mon personnage Rémi a une forme d'histoire d'amour avec elle et réussit presque à aller vers elle grâce à Zoé Marshall, cette poupée qui devient vivante. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'irruption justement d'un élément un peu surnaturel permet précisément de questionner ce qu'est la normalité. Exactement. Je suis complètement d'accord. Ça met vraiment tout à plat. Mais c'est vraiment comme dans les frères Farelli, Frangin malgré eux, où d'un coup il y a deux vieux qui se réinstallent en coloc parce qu'ils veulent pas partir de chez leurs parents. Il y a plein de films comme ça des frères Farelli qui ont ce même mode-là. Ça veut dire il y a quelque chose de complètement absurde qui arrive, mais nous, en fait, on devait jouer tout très sérieusement. Il y a vraiment presque un gag par minute, mais il y a un grand sérieux dans l'humour et dans les situations, quoi. Et Sophie Beaulieu, ça c'est la deuxième étape. On rencontre la metteur en scène qui est très pointilleuse sur son scénario et aussi sur l'envie de respecter ces situations et de pas faire on va dire une comédie au sens de pas essayer d'aller chercher le gag, de faire confiance dans la situation et aussi des acteurs qui le portent, parce que Zoé Marshall, hyper compliquée à jouer, et en même temps elle le fait d'une manière extrêmement belle, intègre, tendre, réelle, et pareil pour Cécile de France, et parce que c'est forcément des personnages un peu plus grands que nature. Et je dois citer aussi Adèle Journeau, que je trouve hallucinante, qui joue ma sœur. Tous les rôles en fait sont super. Qui est le personnage le plus normal de toute cette dinguerie, presque. Oui, elle est totalement normale, mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'en fait elle réussit à être normale face à des situations complètement absurdes, et puis avec des situations où moi je peux être complètement en larmes, en crise de nerfs, et elle qui me parle complètement normal et avec logique, puisque finalement le monde entier ne voit pas le problème. Exactement. Que cette poupée devienne vivante. Exactement. Et voilà. On poursuit la conversation sur la comédie dans un instant, et sur ta pratique de la comédie en particulier. Juste avant, on écoute un autre des titres que tu as choisi. Il est signé Future Islands, Seasons. Pourquoi ce titre-là ? Parce que je l'adore et qui me rappelle pareil une partie de ma vie, et il y a une forme d'énorme joie et d'énorme mélancolie en même temps, ce que je trouve toujours très beau dans la musique. Future Islands dans la playlist de Vincent Macaigne, venu nous parler du film La Poupée, qui sera dans les salles ce mercredi. On en parlait, tu incarnes dans ce film Rémi, qui est un homme triste, parce qu'il ne s'est pas remis d'une rupture, et qui est surtout un homme indécis. C'est une espèce de figure de
j'aime pas cette appellation, mais une sorte de loser, mais très doux en fait, et qui est devenu de peureux. Enfin, on peut le dire. Et qui est devenu un menteur patenté, de fait, puisqu'il vit avec une poupée, et il dit à la terre entière qu'il vit avec Audrey sans mentionner le fait que ce soit une poupée. Et je me suis dit, du coup, il y a presque de la fiction dans la fiction. Tu as presque un double personnage à incarner. Oui, parce qu'en fait, il se la joue un peu devant ses camarades, enfin ses collègues de bureau. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on analyse ça, ses collègues de bureau, ils vendent du gazon synthétique, gazonzon, et ils habitent tous dans le Jura, là où il y a plein d'arbres et plein de verdure. Ouais. Donc, ils essaient de persuader des gens qui habitent dans des maisons de remplacer leur vrai gazon par du faux gazon synthétique. Et je trouve que c'est un peu une forme de métaphore du film, quoi. C'est-à-dire que tout le monde travaille ou rêve dans des choses qui ne sont pas vraiment exactement faites pour eux. Et donc, c'est une société que de garçons, quoi, puisque dans cette société, il n'y a que des garçons. Ouais. Et survient Cécile de France, qui arrive, elle aussi, avec une forme de liberté, de normalité, finalement, mais qui vient dérégler leur quotidien aussi à sa manière, et qui vient surtout dérégler le quotidien de Rémi, qui, à mes yeux, est un personnage qui est tendre parce qu'il a peur du regard de ses collègues, parce qu'il veut être bien vu, parce qu'il a peur de souffrir, parce qu'il a peur du conflit. C'est un personnage qui fuit des choses et qui se met dans des problématiques encore plus grandes en mentant. Alors par exemple, il fait croire qu'il fait du parapente, et on va voir dans le film qu'il va finir par être obligé de faire du parapente sans personne pour l'aider, ce qui n'est pas une simple affaire. Et c'est très savoureux aussi, je trouve, dans ce que ça raconte de la vie de bureau, puisque là, tu le disais, c'est vraiment une vie de bureau qui est extrêmement masculine, avec des hommes qui parlent entre eux, avec des conversations hyper performatives, hyper pénibles. Et on sent que l'irruption d'une femme dans ce milieu-là est elle aussi un élément perturbateur. Ah oui, totalement, ouais. Alors qu'elle n'est pas une schtroumpfette dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'elle ne joue pas la fille de la bande. Non, elle est vraiment très droite. Ouais, elle vient complètement les perturber. Bon, après, c'est pas, c'est quand même une bande un peu extrême, quoi. Enfin, ils sont un peu drôles. Ils jouent au baby-foot toute la journée. Ils ont une manière de parler qui est absurde également. Voilà, Mais je crois que c'est un énorme travail qu'elle a fait, Sophie Beaulieu, sur les expressions en fait de travail, quoi, qu'on peut employer. Mais d'ailleurs, je sais que moi, j'ai toujours pas compris la licorne, parce qu'il ment d'ailleurs. Dans la bande-annonce, on entend elle fait quoi ta copine, il dit c'est une licorne. Ouais. Et en fait, j'ai bien compris. Alors, j'ai regardé. Apparemment, c'est quand tu crées une entreprise qui est riche de plusieurs milliards d'euros, quoi. Est-ce que c'est bien ça ? J'écoute, alors moi vraiment c'est un verbatim auquel je ne comprends pas grand-chose non plus, et je crois que je fais un refus d'obstacle. Voilà. J'aime assez l'idée de rester dans le flou et que tout ceci reste un verbiage qui m'échappe complètement en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui le rend drôle, de la même manière. C'est assez drôle du coup, il invente des noms. J'avais l'impression qu'il a inventé comme ça des mots pour mentir. Et puis, et ce qui est drôle, c'est que quand la poupée se réveille, finalement Rémi, il prend confiance en lui et puis il devient un peu une autre personne, quoi. Tu parlais de la précision dans les dialogues écrits par Sophie Beaulieu et de la direction qu'elle donnait. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut les délivrer à plat, en fait, dans la comédie. Enfin, pas en tout cas à plat, mais tout droit, sans faire d'emphase pour que précisément ce soit drôle et ça marche. Et ça m'a fait penser à ce que racontait Laurent Lafitte, qui t'a dirigé dans L'origine du monde, qui lui apparemment disait, donc tu as dû l'entendre, joue comme pour Haneke. Ah oui, est-ce que c'est une vraie bonne direction? Non, il ne disait pas, il disait dans les pour comédies. Stéphane Brisé. Il a dû changer de réalisateur. Non, mais est-ce que c'est une bonne direction pour de la comédie? J'adore cette direction-là parce que j'adore que l'idée que de jouer dans une comédie, il faut jouer d'une manière extrêmement sincère et pas jouer le gag. Et d'ailleurs, souvent, j'ai un peu des petits peurs quand tout le monde se met à rigoler sur le plateau, parce que je me dis merde. En fait, finalement, un film, il est drôle après coup, monté. Et le travail d'acteur, c'est d'être le plus sincère possible pour réussir à être en même temps émouvant, et en même temps dans la situation. Et ce que je trouve très réussi dans La Poupée, c'est qu'on rigole beaucoup de la situation. Mais c'est vrai que le jeu qu'elle nous a demandé d'avoir, et ce que j'ai trouvé vraiment génial à faire, c'était un jeu très simple. En fait, c'est de dire, en fait, c'est la vérité. Il y a pas de gag plus grand que la vérité, qui est déjà absurde, puisque cette nana, ça a une poupée qui est devenue réelle, quoi. Donc en fait, là, lui, il essaie de s'en sortir avec ça. Il faut défendre
complètement cette situation. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt un beau travail, quoi. Mais vraiment, quand t'entends des rires sur le plateau, au cinéma, On est toujours content, mais c'est vrai que... C'est récompense immédiate, quand même. C'est comme au théâtre. Ouais, mais alors, tu sais, au théâtre, c'est pareil, en fait, parce que le théâtre, c'est... En fait, des fois, au théâtre, c'est assez beau à voir. Il y a le public qui vient, qui rigole et qui veut avoir le rire et qui n'a pas envie d'écouter le spectacle. Et des fois, il y a un public qui rigole, en effet, mais qui se tait et qui écoute quelque chose et qui ressent quelque chose. Franchement, ce public-là, et quand ces soirs-là arrivent, quand il y a ce public-là, j'ai l'impression que le public choisit aussi son spectacle. Il pousse les acteurs à être finalement intègres avec leurs personnages. Ça veut un peu rien dire, mais ça veut dire à vraiment défendre la situation et les personnages comme des vrais êtres. Et ça peut être drôle, en effet, mais ça peut être aussi très profond. Et quand un réalisateur demande ça, je trouve que c'est très beau. Dans la playlist de Vincent Macaigne, on trouve aussi The Walkman avec I Lost You. C'est la même punition que pour tous les autres titres, il faut expliquer pourquoi. Il faut motiver ses choix. C'est toujours pareil. Là, à cette époque-là, je crois qu'on allait tourner Tonnerre avec Guillaume Braque. Et ça me rappelle Guillaume Braque. Je crois que je lui avais fait écouter d'ailleurs cet album. J'ai écouté ça en boucle pendant un certain temps. Ça remonte à cette époque-là, quoi, de Tonnerre. C'est toujours... Et je trouve qu'en fait... Aujourd'hui, là, quand je réécoutais, j'essaie de faire cet exercice-là, je me dis c'est chouette de mettre aussi un groupe où l'instrument de la guitare électrique est au centre. Et voilà, il y a quelque chose, je trouve, dans la voix du chanteur. Alors, je ne sais pas si la chanson que j'ai choisie, il y a de la parole ou pas. I Lost You, il me semble que si. Mais je trouve ça très beau, et la voix, et cette idée de guitare électrique. Je pense aussi j'ai failli mettre Nathan de Vicnus, je crois que c'est ça, Vic. Je sais peut-être que je me trompe de... vers Paul, mais non. Vic Chestnut, voilà. Comment on dit? Vas-y. Non, c'est ça, c'est Vic Chestnut. Ouais, Vic Chestnut, je crois. Nathan. Ça aussi, c'est sublime. Je sais pas, pour moi, c'est deux musiques qui seraient un peu frères. Ouais. Si c'est ça, c'est Vic Chestnut. Vic Chestnut, voilà. Nathan de Vic Chestnut aussi, j'ai hésité. Ça pique un peu quand même, c'est signé Mickey, qui, je le rappelle, a rendu hommage à mon invité Vincent Macaigne, mais ce n'est pas dans ce titre, et je l'ai déjà dit, ma pudeur m'empêchera de raconter ici même de quoi il est question, mais ça vous donnera sans doute envie d'aller écouter l'album de Mickey, que tu as vu en concert, par exemple. Ouais, que je suis allé voir en concert, oui. C'était filmé, quoi. Je ne savais pas. Oui, évidemment. C'était irrésistible. Au moment où il est question de toi, de te filmer, c'était une évidence. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant et on parle de tes multiples projets, parce qu'il y en a un paquet, là, de ce que j'ai vu, ce qui arrive dans les prochains mois. Tous les soirs, Nova le soir, de 20h à 22h. Toujours en compagnie de Vincent Macaigne, à qui j'ai envie de demander s'il a eu l'occasion de se reposer ces derniers mois. Ouais, quand même, ouais. J'ai pu me reposer un peu, j'ai pu écrire un peu, ce qui n'était pas si courant. Mais en fait, il y a toujours une sorte de chose un peu absurde avec l'agenda du cinéma, parce que on fait les films forcément les uns après les autres, évidemment. Et des fois, ils sortent presque en même temps. C'est pas tant une frénésie de tournage qu'un embouteillage de sortie. Oui, presque. C'est plutôt ça, ouais. Voilà. Quand j'étais petit, je regardais la télévision et quand je voyais Belmondo sur 2 chaînes, je me disais mais comment il fait Belmondo Et en fait, avec le temps, j'ai réussi à comprendre que c'était pas en même temps qu'il tournait les films. Je vais personnellement pas m'en plaindre, mais sont annoncés bon nombre de films, parmi lesquels Le Journal d'une femme de chambre de Radou Djoudé, qui sera présenté par ailleurs à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes. Ouais. Donc j'imagine que tu vas aller faire un tour sur la Croisette. Je pourrais pas y aller. Donc je le dis, je préviens tout le monde tout de suite. C'est pas paradis, calmez-vous, il ne sera pas là. Annoncé aussi Le Trésor, une comédie de Vincent Mariette, ainsi qu'un film de Kirill Serebrennikov. Et le 6 mai sortira aussi C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard, tu y es Fred, qui pour se remarier à l'église avec Chloé, Mélanie Thierry, doit faire annuler son premier mariage avec Marguerite, Laure Calamy. Une autre comédie au ton tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler de comédie de remariage, parce que c'est même pas là le centre. De redivorce, peut-être, je sais pas comment on peut dire. D'annulation, on ne sait pas trop. Pour que tu acceptes, même s'il faut jouer droit, on le disait, une comédie, est-ce qu'il faut que l'intrigue fasse un pas de côté ? Pourquoi ? Pour que tu acceptes une comédie, est-ce que tu as besoin qu'elle fasse un petit pas de côté ? Comme c'est le cas sur les 2 comédies dont on parle aujourd'hui. Je sais pas, en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose d'intriguant dans le scénario.
par exemple, là, j'ai adoré le sujet, j'ai adoré l'idée de parler du couple avec l'idée du divorce à l'église. Parce que déjà, quand j'ai lu le scénario, je connaissais pas du tout ça. Enfin, je savais pas qu'on pouvait divorcer devant Dieu, quoi. Parce qu'on peut se marier si on veut se remarier devant Dieu, il faut divorcer. Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est même pas un divorce, c'est une annulation. C'est une annulation du mariage. C'est un truc un peu violent, je crois, dans l'esprit des gens qui doivent le faire annuler. Bah ça, en tout cas, c'est assez dur. C'est assez dur d'annuler parce qu'en fait, on peut pas. Évidemment, on se marie pour l'éternité. Donc, de réussir à annuler un truc qui est pour l'éternité, c'est pas facile, quoi. Et pour ça. Il faut trouver des avocats qui vont aller plaider la cause du divorce devant des curés, pas des curés, pardon, excusez-moi, il faut que je sois précis, des prêtres, je crois que c'est ça, hein. Je ne fais pas de conneries. Pour pas avoir devant du personnel ecclésiastique, on va dire. Restons flous. Et du coup, il va falloir justifier de l'annulation du mariage. Alors, c'est-à-dire pour ça, il va falloir retourner dans son passé, parce qu'évidemment, ce couple n'est plus ensemble depuis beaucoup d'années, et va devoir refaire ressurgir, en fait, tout leur passé, et en reparler. Et en fait, en faisant ça, ils se rendent compte aussi de tout l'amour qu'ils ont eu. Ouais, et c'est un film assez joli, par ailleurs, je trouve. C'est super beau. C'est un film qui a la particularité d'être sans aigreur sur des relations passées, ce qui n'est pas si fréquent. Ouais, mais c'est un film de réconciliation. Totalement, c'est un film... En fait, c'est quoi l'amour ? La question du film, finalement, c'est ça. C'est que les gens qu'on a aimés, on ne peut pas s'en séparer totalement. Ce qui est beau, d'ailleurs. On ne peut pas enlever l'amour qu'on a eu pour quelqu'un. Il peut se tarir et on peut avoir de nouvelles vies, évidemment. Mais par contre, ce qu'on a créé, et surtout quand on a eu des enfants, c'est quelque chose qui reste. Et en fait, l'amour, c'est aussi réussir à aller de l'avant, aller dans le futur, tout en respectant son passé. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit des personnages qui se rejoignent malgré tout, en fait. Et je trouve que c'est sublime, la fin, avec Céleste Brunkel, la tirade de fin du film, où elle remercie son beau-père, qui est joué par Lies Salem, pour lui dire merci d'être venu me chercher à 2h du matin. Je trouve ça vraiment hyper émouvant d'imaginer un beau-père qui aime comme sa fille la fille finalement de quelqu'un d'autre, et cette famille recomposée. Et ça m'a vachement touché dès la lecture, en fait. Je trouve ça à pleurer, en fait. De se dire que, en fait, l'amour, c'est ça. C'est quelque chose qui se partage et qui est laborieux. C'est l'effort d'entente aussi. Ça en dit, je ne veux pas dire long, enfin, en tout cas, ça dit quelque chose des comédies que tu aimes jouer, mais en tant que spectateur, t'aimes quoi comme genre de comédie ? Moi, je peux aimer plein de genres de comédies romantiques ou de comédies ? Comédie tout court. Les comédies, ça peut être des choses très très bêtes, hein. Enfin, vraiment, je suis très bon public, donc je peux aimer des choses vraiment idiotes. Évidemment, là, je reparlais des frères Farrelly, mais j'adore ces comédies-là. Judas Pato aussi. Dans les films français, c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure, mais quand j'étais petit, j'avais adoré Les Visiteurs, ou Père Noël est une ordure. C'est des trucs qui passent à la télé, quoi, quand on était petit. Parce que tu as une culture ciné qui vient de la télévision ? À la base, ouais, le film du dimanche. Comme pas mal d'entre nous. Comme tout le monde, enfin pas plein de gens. Comme une certaine génération, on va dire. Les 4 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Je sais que c'était un peu important pour moi, les 4 étoiles, je crois que c'était les 7 jours, je sais plus quel journal qu'on devait lire. Mes parents étaient un peu hardcore, ils me demandaient quand même d'écrire un petit texte pour me justifier. D'argumenter. Oh, wow. Pour argumenter les films que je voulais voir, pour avoir le droit de les voir. Et en plus, souvent, moi, mon argumentaire s'arrêtait au fait qu'il y ait 4 étoiles, quoi. J'étais assez suiveur. je veux dire... C'est une bonne raison. Et donc il me dit mais t'as pas lu le résumé, t'as pas un truc dans le résumé qui t'a plu. Je fais non, c'est 4 étoiles qui me motivent, donc c'était pas de haut vol. On parlera de films 4 étoiles, sans aucun doute, dans un instant. Nouvelle pause musicale, puisque dans ta playlist, tu nous as proposé aussi Alex Cameron et Internet. Ouais, c'est pareil. C'est toujours pareil, en fait. C'est des musiques qui correspondent à des moments de ma vie. Et je pense qu'il y a des points communs entre toutes les musiques, quelque part. C'est une forme de grande mélancolie avec quelque chose qui est en train de naître. C'est souvent des musiques aussi que j'ai utilisées en répétition, que j'ai souvent mis en répétition pour inspirer les acteurs, pour m'inspirer. Et il y a toujours quelque chose qui apparaît, en fait, quand j'écoute toutes ces musiques-là, les unes derrière les autres.
forme de lyrisme comme ça, un peu rock, qui m'a pas mal accompagné. The Fugees, Killing Me Softly, est toujours en compagnie de Vincent Macaigne. Je dévoile ce qui se passe hors antenne, on parle de musique mélancolique. Ouais, voilà. Ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup la musique qui est un peu mélancolique, qui est un peu... Là, j'ai essayé de mettre aussi des musiques un peu plus énergiques, mais qui restent mélancoliques, donc je suis étonné. C'est moi qui ai choisi les Fugees. Ouais, Du coup, j'ai fait redescendre vraiment considérablement le rythme de l'émission. La musique d'avant n'était pas non plus... Ouais. À faire tourner les serviettes, comme on dit dans les soirées consacrées, bien sûr. Ouais, voilà. Est-ce que tu te fais des playlists de personnages ? Je parle pas de mood board, de trucs qui te mettent dans des états particuliers, mais des titres dont tu te dis, voilà, selon la psychologie de mon personnage, c'est ça qu'il écouterait. Non, mais par contre, il y a des musiques qui me suivent totalement quand j'écris. C'est plutôt à l'écriture, quand j'écris des pièces de théâtre ou des films. Par exemple, là, j'essaie d'écrire et il y a une musique que j'écoute en boucle de Gaspard Klaus, une musique comme ça. Il n'y a pas de... Je crois que c'est du violoncelle, très triste d'ailleurs encore, mais... en fait, il y a des musiques comme ça qui m'accompagnent dans l'écriture et qui créent presque une forme de dramaturgie. Mais c'est plutôt à l'écriture. Parce qu'en fait, pour jouer, ça m'aide pas tant que ça la musique. T'as pas besoin de ça pour te mettre dans des états particuliers. Non. Tu fais appel à autre chose. Non, c'est pas trop mon truc d'écouter des musiques avant de jouer. Et il y a beaucoup d'acteurs que ça aide beaucoup pour se concentrer. En tout cas, je pense que ça peut aussi nous permettre de se reconcentrer, de se remettre sur soi-même, quoi, de se reconvoquer, quoi, la musique. Comment tu vis les plateaux que nous, on imagine être un peu dissipés ? Par exemple, quand tu participes à une aventure comme La Flamme ou Le Flambeau, nous, on s'en fait une image de l'extérieur comme d'un truc extrêmement joyeux et potentiellement bordélique au moment du tournage. Est-ce que c'est le cas et comment est-ce que toi, tu t'ajustes là-dedans ? C'est pas si bordélique quand même. C'est pas si bordélique parce qu'en fait, c'est assez même contrôlé, je pense. Parce que Jonathan Cohen, il sait très bien ce qu'il veut. Et donc, du coup, on a la sensation, en tout cas, moi, vraiment, j'y ai participé vraiment que quelques jours, donc c'était très rapide pour moi. Enfin, t'étais son fils quand même, Ludo. Ouais, mais en fait, je crois que lui, il est tellement clair dans ce qu'il veut, dans ce qu'il cherche et dans ce qu'il fait rire, qu'on a le droit d'improviser, on a le droit de tenter des choses. Il est tout le temps accueillant, mais finalement, au fond, on rigole beaucoup, mais il y a beaucoup de sérieux. Comme d'habitude, en fait, les gens les plus drôles, c'est des gens très sérieux souvent, en fait, qui sont assez rigoureux quelque part. Et je pense que Jonathan est assez rigoureux dans son travail et finalement assez sérieux, quoi. Donc du coup, j'ai plutôt une sensation d'un plateau assez tenu, en fait. C'est vrai que nous, après, on a tous vu les bêtisiers. Donc forcément, comme ça rit beaucoup, on a l'impression que ça rit beaucoup, mais j'imagine que c'est effectivement pas sur la longueur. J'adorerais faire un film d'action, un James Bond, un film de SF, un film de vampire. C'est ce que tu déclarais au magazine Technicart. Où est-ce qu'on en est de ces multiples ambitions ? Là, ça n'arrive pas. Non, mais j'essaie de lancer une information pour James Bond, peut-être. Je le répète, là, parce que de toute façon, a priori, il y en a en prépa. Donc, a priori, je sais pas. En tout cas, a priori, je suis toujours pas dessus. On m'a toujours pas appelé. Ils ont peut-être pas encore le méchant non plus. Parce qu'a priori, les Français sont toujours un peu des méchants ou des Bond girls. Pourquoi pas ? Non, je Peut-être parce qu'il est au service de Sa Majesté. Non, parce que j'ai pas le physique. On peut le dire. On peut le dire. Vous me voyez vraiment jouer une sorte de James Bond ? Moi, je peux t'imaginer en agent secret, En agent secret, ça serait plus vraiment James Bond. Je pense que là, il y aurait une sorte d'arrêt total de la franchise. Ou en tout cas, ça crée une forme de polémique pour les fans de James Bond. C'est possible, mais de toute façon, il y en a à chaque fois. Quel que soit le nom du Bond. Les Français, que c'est moi, franchement, là, je pense que... Moi, je pense que je peux participer s'il y a un financement en ligne. J'y vais direct. On a parlé de 2 comédiennes dont tu as croisé le chemin plusieurs fois, Laure Calamy, Cécile de France, tes partenaires dans les 2 films dont on vient de parler. En voici une autre avec qui tu as joué dans La Fille du 14 juillet ou La Loi de la Jungle, Vima Laponce, qui est passée par ce studio et qui t'a laissé un message. Vincent, déjà merci de m'avoir accompagné dans la vie parce que tu m'as aidé à me construire, c'est-à-dire à me rencontrer. J'ai une question, c'est est-ce que tu te souviens du Cric-Crac 2000 et est-ce que tu penses qu'on se construit sur du solide ou sur des failles et des fissures ? Est-ce que c'est la même question ? C'est peut-être la même question. Je ne sais pas si c'est la même question, mais en tout cas, elle n'est pas limpide pour le commun des mortels. Non, mais si je peux expliquer, le cric-crac, c'était
tenez-vous bien, le nom de l'hôtel où on était logé pendant le tournage du film La Loi de la Jungle. C'est audacieux comme nom d'hôtel. C'était très audacieux, et surtout qu'il a été fermé parce que je pense qu'il y a eu des crimes dedans. Donc c'était pas. Je veux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, l'association Cric Crac Crime et Guyane. Ben voilà, je vous laisse. Je sais pas pourquoi. Voilà, non, je veux rien dire de plus. Quoi. Okay. Je laisse les gens une ambiance très imaginer étrange. ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que le Cric-Crac était un drôle d'endroit. Et du coup, ça nous a fait beaucoup rire, quoi. C'est quand même fou d'appeler ça Cric-Crac. Ouais. Et figurez-vous, enfin, je dis vous, pas, on se tutoie, mais je veux dire, on est plusieurs là dans le. Oui, il y a Paul qui réalise l'émission. et puis tous les gens qui écoutent. Tout à fait. Oui, on est là, on écoute. Je fais les gens. Oui, je suis allé regarder il n'y a pas longtemps ce qui est devenu le Cric-Crac, qui a changé de nom aujourd'hui. Donc si les gens regardent sur Internet, ils ne vont pas retrouver. Et c'est devenu une sorte d'hôtel resort assez chic, quoi. Parce que nous, à notre époque, c'était assez en état, quoi. Tu veux dire un truc un peu à la White Lotus où on pourrait tourner une prochaine saison Je crois que ce serait un peu énorme. White Lotus, le Cric-Crac. Je pense que ce serait de White Lotus low cost. Ok, très bien. Mais ouais, pourquoi ce serait une idée. Ouais. Non, mais voilà. Et alors, est-ce qu'on se construit sur des failles ou sur... C'est quoi le... Des fissures. Sur les failles et fissures. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on se construit sur des failles ou des fissures? C'est une drôle de question. C'est une drôle de comédienne en même temps. Peut-être que je vais l'appeler en privé parce que je ne vais pas lui répondre là. Peut-être. On poursuit en musique. Tu as aussi choisi d'écouter Edward Sharpe and the Magnetic Zeros avec Life is Hard. Ouais, Quel genre de souvenir cette fois? Mais c'est tout le temps lié à des répétitions. Je suis un peu désolé parce que j'écoute peu en boucle des chansons. Quand je répète, ça c'était en manque quand j'étais à Vidi-Lausanne. Et puis c'était ma vie aussi à cette époque. Et j'écoutais ça en boucle et même tellement que j'avais demandé à Sophia Tuilier qui jouait dans Manque d'apprendre la chanson pour la chanter. Et au final, on l'a pas fait. Mais c'est une chanson qui m'a accompagné. Encore une fois, il y a une forme de mélancolie puis de joie dedans, quelque chose qui se réveille en fait. Voilà, c'est encore un peu triste. Alors c'était un peu triste, mais moi j'ai mis Outcast et Heya derrière pour remettre un peu de... Ah oui, bien sûr. Ça marche aussi, Outcast. Ouais, c'est Vincent Macken qui parle. Bien sûr, je ne vais pas préciser que c'était mon invité, parce qu'on est en train de papoter, c'est n'importe quoi. Ben non, mais c'est moi. C'est mon travail de reprendre normalement de manière un peu professionnelle. C'est complètement raté, je te l'accorde. Dans la séquence qui suit, je t'ai isolé quelques extraits de films dont je crois qu'ils font partie de tes souvenirs. Je te laisserai les identifier et m'en dire un mot. Et tout ça, ce sera juste après la pub et David Bowie. David Bowie et Modern Love dans Nova le soir et toujours en compagnie de Vincent Macken. Je me suis dit que David Bowie était un choix assez safe, que je ne prenais pas trop de risques en le proposant. Ah bah j'adore, et en plus c'est la musique, c'est une musique qui était utilisée par Carax. On voit Denis Lavant comme ça courir avec cette chanson et c'est sublime, ce moment est sublime. Ouais. Ah bah, puisqu'on parle de beaux moments de cinéma, c'est le moment où on t'a préparé quelques extraits de films. Je te laisse les identifier et me dire à quel genre de souvenirs ils correspondent. C'est parti. Une bande-annonce. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Il y a comme un indice du coup dans la bande-annonce. Indiana Jones, c'est le Temple maudit qui serait donc le tout premier film que tu as vu au cinéma. Je crois que c'est le tout premier film que j'ai vu au cinéma. Ouais. Je me rappelle même d'avoir fait la file d'attente, quoi. C'était à Nation. Ouais. Le cinéma s'appelle maintenant le MK2 Nation, mais c'était pas du tout le MK2 Nation à l'époque. Et non, je crois que c'est les premiers films que j'ai vus, cette saga. Parce qu'en fait, du coup, j'avais réussi à en avoir un, donc j'avais réussi à persuader mes parents de me laisser aller voir le deuxième, troisième, comme ça. Il a fallu que tu argumentes dans un magazine cinéma cette fois et non pas sur un programme télé. Non, celui-là, j'ai réussi juste à l'avoir à la conversation. Ouais. Mais alors, du coup, t'en gardes un bon souvenir ou un truc un peu genre, ouais, bon, ok. Non, j'ai adoré. Après, ça m'avait complètement troublé. Il y avait, je crois que il y a Indiana Jones, le Temple maudit, Indiana Jones et le quoi d'autre? C'est quoi l'autre? Dans le Temple maudit, moi j'ai que le truc de cristal qui me revient après, mais c'est pas du tout bon. Pas ça. Bon, bref, il y en a un, par exemple, où il prend le cœur de quelqu'un. Ça m'avait complètement traumatisé, quoi. Le méchant prenait le cœur de quelqu'un pour le manger. Et ça m'avait complètement traumatisé. Je me demandais à mes parents, mais comment ils ont fait pour prendre le cœur d'un acteur dans la main, essayer de le manger. J'avais complètement bugué sur ce moment. Ouais. Et l'autre moment où j'avais bugué aussi, c'était quand il y avait une sorte de cachette et il se rendait compte qu'il marchait sur des cafards.
Et ça m'avait Je me souviens traumatisé très bien. enfant. Voilà. Donc la trilogie, enfin je vais parler des 3 premiers en tout cas, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit c'était le 2e et La Dernière Croisade le 3e. Ouais, voilà. C'est ceux-là que tu as dû voir dans la... C'est pas le héros le plus woke du monde, Indiana Jones. Hein. Alors, ni Indiana Jones, ni, on en parlait il y a peu, d'autres héros incarnés à l'époque oui. par Harrison Ford. Parce que faut pas me lancer non plus sur Han Solo dans Star oui, Wars, bah, on y a n'est le pas Solo, non plus sur un modèle de déconstruction. Non. On va passer à l'extrait suivant. So what kind of work do you do? I work for my father's company. Leonard's a photographer. He's really good. Is that right? Yeah, really good. What kind of photography do you do? Fashion? Landscapes. It's great. It's good. As long as you love it. As long as you love what you're doing. Attends, c'est quoi C'est ça Tom Timid, c'est Joaquin Phoenix dans Two Lovers de C'est ça, James j'allais le Gray. dire. Ouais. J'ai hésité. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Ce film il est sublime, non? Bah, le film est sublime, mais j'ai lu surtout qu'il y avait un petit syndrome d'identification avec ce personnage. Moi? Ouais. Non, pas vraiment. C'est qui a dit ça? C'est Guillaume Braque? Non, c'est moi? Ouais, je crois que c'est toi dans une interview. Non, ça doit venir de Guillaume Braque. mais non, mais c'est vrai que quand on faisait Un monde sans femmes et Tonnerre, à l'époque, on parlait beaucoup de Joaquin Phoenix, de ce truc qu'il avait un peu cassé, un peu abîmé, et où on sent que de toute façon, ça n'ira pas. Et je trouve que dans Two Lovers, bizarrement, c'est un des films où il a le plus abouti ça. Ouais. Et puis le film, il est formidable, quoi. Je trouve que ce personnage est formidable, mais les 2 femmes aussi. Enfin, puis cette fin où il offre, c'est horrible, c'est complètement cruel, la bague qu'il avait destinée à la femme qu'il aime, à une autre. Ouais. Je trouve que c'est horrible. Et en même temps, je sais pas, je me dis ce scénario, comment ils ont trouvé cette idée-là, cette d'un homme qui va cruauté-là. très 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 mal Très en fait. mal, Hein. Ouais. Bah, il commence ce film en essayant de se suicider, donc ça met un peu La barre. ça met direct. la barre quelque part, quoi. Dans un registre totalement différent, extrait suivant. Not on the rug, man. See what happens, Lebowski? You see what happens? Encore une fois, il y a un indice dans l'extrait. Ouais. Le Big Lebowski des frères Cohen. Alors, je sais que c'est un film que t'aimes beaucoup, et je me suis demandé dans quelle mesure le personnage de Jeff Bridges avait été une inspiration pour ton personnage dans Le Sens de la fête. Je sais pas, en tout cas. Je vois une cousinade. Ouais, mais moi, Jeff Bridges, je trouve que c'est quand même l'acteur le plus cool au monde. Ouais. Je sais pas, c'est une sorte de mec qui a une sorte de coolitude hallucinante dans tous les films. Où il Ouais, joue. bien sûr. Assez étrangeant, même dans des rôles assez sérieux, il reste cool. Même quand il fait un méchant, il reste cool. C'est étrange, quoi. Et ce film, je l'ai vu enfant, j'ai vu très très jeune au cinéma. Je savais pas du tout ce que c'était. Les frères Cohen, je savais pas ce que c'était. Je crois que j'avais même vu un film des frères Cohen avant, mais j'avais jamais fait le lien entre Miller Crossing, je crois que c'est ça. Ah ouais, bien sûr. Juste Miller avant. Crossing, ouais. Ouais, et en fait, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'avais adoré, rien compris. Et puis après, j'ai eu des petits ennuis de santé. Et des potes me l'avaient offert, j'étais à l'hôpital et j'avais pas le droit de rigoler parce que j'étais hospitalisé. Et je regardais Big Lebowski et je trouvais ça tellement drôle que j'arrêtais pas de rigoler et de bouger, quoi. Mais je te dis, moi, je trouve vraiment quelques points d'accroche avec ton personnage dans Le Sens de la fête, ne serait-ce que déjà sur la manière de se tenir, la manière de se vêtir. Le côté je mets des habits d'intérieur à l'extérieur, un truc comme... Non, vraiment, je trouve... Mais non, pas du tout. Le fait de sortir en pigeon, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu symptomatique du Big Lebowski. Ouais, c'est vrai qu'il est tellement cool, ce mec. Et puis, je sais pas, l'histoire est folle. Je sais pas, c'est un film. Et puis, quelque part, aujourd'hui, ça devient un film un peu intéressant parce que c'est quand même un film sur le complotisme, quoi, quelque part. Ce mec, c'est tellement drôle. T'as une scène hilarante où il soupçonne un mec qui est paralysé de faire semblant. Et du coup, ils reviennent le voir et ils le lèvent de sa chaise roulante et le mettent par terre pour vérifier s'il est paralysé ou pas. Bon, pardon, c'est pas politiquement correct, mais c'est quand même hilarant, quoi. Bah ouais. Ouais, oui, on est en train de rire. Et tout ça parce que je me souviens très bien de cette scène, ouais. Mais c'est vrai que raconté comme ça, c'est effectivement un film sur le complotisme. C'est un film sur le complotisme. Bon, en même temps, le mec est tranquille chez lui à fumer un joint dans sa baignoire et t'as des mecs qui arrivent et qui le tabassent et qui pissent sur son tapis. Ouais. Et lui veut se faire rembourser son tapis. Bah ouais. Comme nous tous. Ouais, voilà. Dans ce genre de circonstances. On continue les quelques extraits dans un instant. On fait juste avant une nouvelle pause musicale. Tu as choisi d'écouter, et ça me réjouit, les Smashing Pumpkins, 1979. Ouais, parce que c'est carrément mon adolescence. Enfin, on remonte largement avant.
Et puis, je sais pas, je me suis dit, on n'écoute plus ça. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces Smashing Pumpkins? Je crois qu'ils officient toujours. Ah d'accord, Ouais. toujours les mêmes chansons ou Ça a un peu évolué, mais Ouais. alors bon, si j'ai le droit à une opinion, Oui, rien bah, ne bien sera sûr. jamais aussi bien que ce double album, Ouais, ce Melancholy qui est and génial. the Infinite Sadness. Et je pensais qu'ils allaient faire une carrière de création hallucinante. Et j'ai l'impression que je les ai un peu... on les a Bah, perdus. il y a eu quelques albums valables après. Oh, je vais me faire des ennemis. Bon, Ah enfin ouais bref, ce double album est vraiment une merveille. Voilà. Ouais. Teddy Twins dans Nova le soir est toujours en compagnie de Vincent Macken. Il y a quelques instants, on écoutait des extraits de films parce que je trouve ça très agréable d'écouter des films aussi. Je sais pas Ouais. si c'est un truc que tu fais de temps en temps, mais... Ça m'arrive au moment de m'endormir. Il y a une petite période quand Ouais. je regarde un film. Quand je commence à m'endormir devant un film, je commence à l'écouter et j'aime bien. Ouais, Être c'est ça, bercé ça par le- berce. ouais. Ouais. Alors sur les 2 derniers extraits que j'ai choisis, je sais pas si ça va te bercer ou te traumatiser. Bon, bah voici le premier. Okay, here we go. Let's lock it up, please. Roll sound, please. That's it. Playback and action. Mélissa George qui chante dans Mulholland Ouais, Drive c'est ça, de voilà. David Ouais. Lynch. Alors je sais pas si c'est un film sur lequel s'endormir Mulholland Drive, tu vois. Enfin, Non, la nature ouais. des rêves devient très Mais c'est pas particulière. mal parce que la musique est hallucinante et Ouais. hyper belle. Donc Ouais. ça peut être pas mal de s'endormir là-dessus. Mais oui, Mulholland Drive, c'est hallucinant quand j'ai découvert David Lynch. Quoi. C'est marrant, David Lynch, j'ai un rapport bizarre avec son cinéma parce que j'ai adoré, comme je pense plein de gens de ma génération, et j'ai tellement adoré qu'à un moment donné, j'ai dû un peu l'écarter de mon imaginaire parce que je trouvais quand on faisait du théâtre, on rentrait vite dans David Lynch. Quoi. Ah, tu veux dire parce que c'était parasitant sur les... Ouais. Ah ouais. Ouais, tout était un peu David Lynch, un peu bizarre, un peu truc. Et là, maintenant, je le redécouvre. Je re-regarde tous ces films et je vois à quel point c'est un génie, quoi. Mais tu crois que c'était parce que tu étais vraiment perméable ou parce que moi j'ai vraiment le souvenir d'un moment où dès qu'un projet était un peu différent ou un peu étrange, il David était labellisé David Lynch, même si ça n'y ressemblait pas vraiment. Tu crois vraiment qu'il y a eu un En moment, tout cas, une au théâtre, imprégnation oui. Au ouais, théâtre, ouais, oui. ouais. Pas forcément au cinéma, Ouais. mais au théâtre, oui, il y avait quelque chose comme ça, de l'étrangeté, quoi. Enfin, de l'étrangeté et de l'incantation. Parce que, en fait, finalement, c'est très rare. Je crois qu'il y a bizarrement Oliver Lacks avec Sirat, là, qui Ouais. vient de sortir. Je crois que c'est très lointain, mais quelque part, c'est le plus grand successeur de David Lynch pour moi. Quand j'ai vu Sirat, je me suis dit, tiens, ça faisait longtemps que j'ai pas eu cette même sensation d'un film qui est un film d'invocation. Comme si le film invoquait des fantômes, en fait. Et David Lynch, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui invoque Ouais. les personnages comme des fantômes. Et du coup, il nous habite comme ça. Il crée cette étrangeté-là, quoi. T'aimes Mais ça, les films de fantômes? j'adore ça, moi. Je trouve que Ouais. de toute façon, le cinéma, c'est un art de fantôme. Oui. Enfin, je veux dire, filmer Par quelqu'un, nature, ouais, bien c'est sûr. déjà mettre à mort l'image de quelqu'un, quoi. Mm. Et après le regarder, on voit cette chose morte montée, Ouais. remixée, refaite. C'est comme une sorte de chose étrange, comme une sorte de remix du réel étrange, Ouais. quoi. Hein. Mais alors, par opposition, si le cinéma est le médium des fantômes, le théâtre, ce serait le... C'est le théâtre, c'est le médium des vivants, peut-être. Ouais, C'est mais qui peut-être peut être vivant. incantatoire aussi. Hein. C'est totalement incantatoire. Ouais. De toute façon, moi, je pense que l'art, c'est quelque chose qui est lié à ça, à l'incantation. De toute façon, quand on fait une peinture, même une musique, on appelle quelque chose qui est quand même assez dur à saisir. Ouais. Alors peut-être on peut parler à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui n'existe plus, quelqu'un qui existe, mais quelque part, c'est une parole qui est lancée dans l'univers, en fait. Par exemple, moi, Castellucci, qui est un grand metteur en scène de théâtre, Remo Castellucci, la première fois que j'ai compris un truc un peu fort sur le théâtre, c'est que j'ai compris que Remo Castellucci, quand il met en scène, alors qu'il n'y a pas un mot, il ne met en scène que des choses écrites. C'est-à-dire que c'est pas qu'il écrit, c'est qu'en fait, il s'inspire vraiment de l'écriture. Et que ça lui crée des images. Et cette parole-là, ça lui crée du silence. Et ça, c'est un truc que je pense qui est hyper important. David Lynch, quand on écoute parler de ses films, j'ai l'impression qu'il y a une forme de clarté totale dans ce qu'il dit, qui n'est pas clair, mais qui est clair pour lui. Et il met en place quelque chose pour qu'on entende cette vibration-là, quoi. Donc peut-être que le pacte est aussi d'accepter de pas tout comprendre, que tout ne soit pas limpide non plus. Bah, de toute Il façon, n'y a pas besoin de on n'a pas limpidité. besoin- Ouais. On n'a jamais besoin de limpidité. Enfin,
Sauf pour l'eau, quoi. Après, non, mais après, bon, ça dépend des films. Là, en l'occurrence, bon, par exemple, La Poupée ou C'est quoi l'amour, c'est une histoire un peu limpide. L'air de rien, même si la poupée, elle se réveille, elle est vivante, on essaie de le raconter d'une manière très logique pour que les gens puissent rentrer dedans. C'est comme prendre la main aux spectateurs et leur dire « Venez, n'ayez pas peur, rentrez dans ce monde-là ». Mais bon, après, David Lynch, quelque part... Par exemple, Twin Peaks, c'est assez limpide, bizarrement. On se retrouve... Dans l'ensemble de son œuvre, Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire n'est pas du tout limpide, mais on se retrouve complètement perdu dans son monde, mais d'une manière assez logique. Et c'est assez plaisant, très plaisant. Dois dire. Dernier extrait. Theatricality and deception. Powerful agents to the uninitiated. But we are initiated, aren't we, Bruce? Members of the League of Shadows. C'est un concours de grosses voix. C'est une baston entre l'homme chauve-souris et Bane dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, son 3e Batman. C'est un film que je t'ai vu citer à de multiples reprises. Ouais. Oui. En quoi est-ce qu'il a été marqué ? C'est lequel ? C'est le 3e de Nolan, c'est celui dans lequel il y a Marion Cotillard. Alors celui-là, je le trouve hyper intéressant parce qu'il était un peu accusé d'être un film ultra-libéral. Et c'est ce que j'allais te dire, l'important dans ce genre de registre, c'est le méchant, et là, le méchant, il est quand même très particulier. Ouais, et en fait, je trouvais ça hyper intéressant que Nolan dise non, c'est un film, c'est un film grand public. J'ai pas du tout voulu faire de politique, alors qu'il y a carrément des images de peinture, par exemple de la Révolution française, quand le méchant met en place son tribunal populaire. C'est des peintures vraiment des tribunaux populaires de la Révolution française. Je sais pas, j'avais la sensation de voir un film éminemment politique. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il ne l'avoue pas. De pas l'assumer, Et de pas l'assumer, parce qu'en fait, ce que je trouve même intéressant, moi je crois que je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouvais ça génial comme ambition de faire un film aussi grand public et de mettre des dialogues social, politique, en plein milieu du film, et de l'assumer. En fait, j'ai trouvé que c'était presque shakespearien pour ça. Alors après, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas assumé, qu'il n'ait pas défendu un point de vue là-dessus, parce que je pense que ces films-là, qui sont très grand public, sont des films politiques, et que c'est important de le dire, et de le savoir quand on le voit, pas forcément parce qu'on est d'accord, parce qu'on peut aussi le critiquer, et que ça donne l'opportunité au public de savoir que ce qu'il voit n'est jamais, même quand on dit que c'est grand public, ça n'est jamais pas politique. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ça marche pour tous les blockbusters, globalement. Et sur l'autre côté du spectre, il y a le Joker avec Joaquin Phoenix, mais c'est un autre dossier. On poursuit en musique dans ta playlist également. Alors, je vais forcément me ramasser sur la prononciation. Xarface, All In Together Now, c'est ça ? Ouais. Non, c'est pareil, c'est des musiques qui m'accompagnent à chaque fois dans ma vie. Alors, ça devait correspondre... Ça, je pense que ça devait correspondre. Je devais écouter ça pendant Je suis un pays. On s'en fout un peu, mais ça correspond souvent à des moments de répétition, quoi, à chaque fois. Donc, c'est jamais hyper intéressant de savoir ça, mais... Non, mais ça fait des bons marqueurs temporels. Ouais. Surface dans la playlist de Vincent Macaigne. On va marquer une courte pause. Dans un instant, je te proposerai tout un tas de rôles. Tu rêvais de science-fiction, je vais t'en proposer plein. On écoutera aussi Lana Del Rey et tout ça, ce sera juste après la pub. Lana Del Rey avec Doing Time, et encore pour quelques minutes en la compagnie de Vincent Macaigne. C'est la dernière partie de l'émission. Tu parlais de fantasmes, de films de vampires, de science-fiction, etc. Je vais t'en proposer plusieurs et je vais te laisser choisir sur des rôles déjà existants. Si tu étais un héros de comédie romantique, tu serais qui et dans quel film ? Moi j'adore Le jour le plus long là. Un jour sans fin. Bill Murray. Un jour sans fin. Voilà. Le jour le plus long, c'est un autre registre. C'est pas le même film, c'est sûr. C'est moins rom-com. Non, c'est un super rôle et un super film. Quand Harry rencontre Sally aussi. Non, mais je sais pas, il y a plein de Vima Laponce a choisi Sally dans Quand Harry rencontre Sally. Je pense que ça peut être votre prochaine collaboration. Faire un remake, je sais pas si est-ce que ça marcherait. Quand Vincent rencontre Vimala. Je crois qu'en fait, ces deux films sont les films les plus cités à mes yeux en comédie romantique, non ? Il y a Love Actually qui marche bien aussi, et Coup de foudre à Notting Hill. Voilà, il semblerait que Hugh Grant soit toujours une valeur sûre quand il est question de comédie romantique. Si tu étais un super-héros ? Si j'étais un super-héros, quel super-héros ? Non, mais je vais dire un truc débile. Comment il s'appelle dans Gottlieb, là ? C'est un petit clin d'œil. Super Dupont. Super Dupont. C'est un clin d'œil à Hugo Bienvenu.
il va comprendre s'il écoute. Hugo Bienvenu, le réalisateur d'Arco, voilà, césarisé, ouais. qui est allé aux Oscars et qui a fait un film absolument Ouais, merveilleux, qui est génial, ouais. dans lequel tu assures une voix. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Arco, Et je le dis. Parce qu'on se dit, ça serait génial de faire un Super Dupont, qui réalise un Super Dupont, qu'on fasse ça ensemble. Ce serait génial. Je redis là et il faudrait faire une sorte de. Ça c'est pareil. Groupe d'influence pour. Ouais, pareil. S'il y a une cagnotte lancée, vous pouvez me compter dedans. Si t'étais un grand méchant du cinéma. Un grand méchant du cinéma. Un grand rôle de méchant. En fait, il y a un méchant que j'aime bien dans James Bond. Comment ça s'appelle ? Le méchant. Enfin, forcément, je dis des trucs très grand public, mais comment il s'appelle par Javier Bardem. Oh là 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 là. Celui-là, c'est traumatisant. C'est dans Skyfall, je crois. Non, c'est dans Skyfall. Ouais, c'est quand même ce méchant de James Bond est peut-être un des meilleurs méchants. Il y a une scène terrifiante, qui est la scène où il montre les effets de ce qu'il a subi. Bon, je sais pas si j'ai le droit de le spoiler. Bon, c'est sorti depuis longtemps. Où il enlève une partie de sa mâchoire. Ouais. Je pense que vraiment cette image restera gravée pendant longtemps. Ouais. Il est terrifiant. Si t'étais un policier mythique du cinéma. Un policier mythique du cinéma. Non, mais j'allais dire les gendarmes à Saint-Tropez, parce que c'est le truc qui me vient. Mais ça va avec Super Dupont. Moi, je trouve que c'est cohérent. Mais sinon, non, comme policier mythique du cinéma, non, Serpico quand même. Ouais. C'est cool. Bah, c'est carrément cool. Un héros de film d'action. Un héros de film d'action. Je réfléchis. Un héros de film d'action. Oh bah Piège de cristal comme tout le monde, non j'imagine. Die Hard, ouais. Tout le monde le dit, non j'imagine. Non, pas tant. Ah ouais, pas tant. Non, pas tant que ça. Moi je pense que c'est quand même des trucs. Bah il y a un petit fantasme du Marcel. Moi je suis désolée. Ah oui, c'est le Marcel. Ouais, je crois. Non, je parle mais pour c'est moi. aussi le fantasme. C'est pas. Au moment où il le faisait, Bruce Willis, ça n'avait pas l'air d'être un acteur de film d'action. Peut-être c'est pour ça que je dis ça. Et tu parlais du cool du Big Lebowski. Voilà. Ouais. McClane, il est cool tout le temps. Et en fait. puis moi j'appelle McClane. Bah voilà, John McCain. Sur une confusion. Allez, ça marche. Sur une confusion, ça peut marcher. Et enfin, ma question préférée, tout est possible. Qui pour te jouer dans ton biopic ? Qui pour jouer dans mon biopic ? Ouais. Oh putain, ça c'est pas facile. Déjà, je vois pas pourquoi il y a un biopic. Mais on part du principe que c'est ainsi. Je sais pas. Non, mais alors moi, pour la petite blague, je vais dire autre chose, mais souvent on me confond. Il a joué dans mes spectacles avec Jean-Charles Cliché, qui est actuellement dans Bovary, Madame de Christophe Audrey. Voilà, ouais. Et donc j'allais dire ça parce qu'il a joué dans un spectacle que j'avais mis en scène. Et pour la petite histoire, des fois les gens venaient me parler et faire d'ailleurs des critiques du spectacle en pensant que j'étais lui. Donc j'avais des discussions. Bon, j'avais accès à des discussions que j'aurais peut-être pas dû avoir parce que les gens pensaient que j'étais lui. Bon. Bah voilà, ça donne un acteur. Un acteur pas, voilà. Tout trouvé pour ce biopic. En attendant le biopic, je rappelle que C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard, ce sera dans les salles le 6 mai et que La poupée de Sophie Beaulieu, ce sera dans les salles ce mercredi. Merci beaucoup Vincent McCain d'être passé par ce studio et on se quitte avec un autre des titres que tu as choisi, Helios, Landfather. Dernière punition avant de partir. Ouais, là c'est assez triste et glauque. Je l'ai mis à la fin. C'est-à-dire j'étais étonné de ne pas l'entendre au début. Je me suis dit, je l'ai gardé pour la fin. Je me suis dit, j'ai quand même mettre une chanson. En fait, c'est une musique pareille. C'est une musique qui m'a accompagné pendant les répétitions et qui me rappelle le monologue d'une actrice qui jouait d'ailleurs dans Manque aussi, et c'était la fin du spectacle et ça nous a beaucoup porté. Je sais pas, c'est une musique que j'utilisais dans un spectacle et ce qu'elle disait, c'est Clara qui jouait ça, ce qu'elle disait m'émeut vachement en ce moment, je me dis, et puis elle le jouait d'une manière merveilleuse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nova le soir, changer de disque avec Charline Roux.